Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus de clients grâce au web. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de site web, de comment créer un site web. Alors, en 2022, c'est très facile de créer un site web. Il suffit de regarder des vidéos sur YouTube, de se former. Il y a plein de technologies qui existent aujourd'hui pour faire des sites web faciles. Toi, Alex, quand tu as commencé dans les années 90, je crois, il y a un petit moment déjà. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, tu avais beaucoup moins d'outils, donc tu as appris à coder toi-même. C'est ça. Pour créer tes sites. Ouais. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de ne pas coder pour créer des sites web. Et en fait, on aimerait vous parler un peu de toutes ces solutions qui peuvent exister, on va dire les principales solutions qui peuvent exister, pour vous permettre justement de faire le bon choix, de savoir si vous allez créer vous-même votre site, si vous préférez passer par un prestataire, quel prestataire, de quelle manière le choisir, quelle technologie choisir. Si vous faites des devis, comprendre aussi un peu les devis, comprendre en fait les technologies qui vont être utilisées, les tenants aboutissants, les avantages, les inconvénients. Donc on aimerait en fait, avec ce podcast, vous aider à faire le bon choix pour vous lancer en toute sérénité. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, comment c'était le web à l'époque quand tu as appris à créer des sites web? Voilà, ça remonte. Donc effectivement, c'est une époque où il n'y avait pas grand-chose sur le web et on était bien content d'avoir un fond blanc avec un peu de texte et des images dessus. Oui. Un autre monde en fait. On n'avait pas beaucoup de police, par exemple, de caractères qui étaient disponibles. Donc vraiment, c'était très sommaire. Mais par contre, évidemment, il fallait absolument savoir coder. Donc on prenait un éditeur de texte et on commençait à coder sa page et puis après on se débrouillait pour la mettre en ligne. Donc c'est-à-dire quand tu as un éditeur de texte, c'est que tu ouvrais Notepad ou quelque chose comme ça, tu tapais des lignes de code, un langage en fait spécifique. Tout à fait. Et en tapant ces lignes de code-là, il se passait quelque chose sur une page web finalement. Oui, en fait, tu crées, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, avec du code. Clairement, on utilise des éditeurs de texte quand on crée du code. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment indispensable. On ne pouvait pas faire autrement. Avec le temps, sont venues différentes solutions. En particulier WordPress, donc à l'époque, était une petite révolution en soi. Donc, quand c'est arrivé dans les années 2000, c'est donc une solution open source qui était disponible pour tout le monde et qui permettait vraiment de pouvoir finalement se simplifier la création d'un site avec donc une logique finalement un peu différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller coder, on va avoir une base de site qui est déjà toute prête et derrière, par-dessus, on va pouvoir ajouter des modules, des plugins, customiser un petit peu l'interface pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc c'était une logique complètement différente. La révolution de WordPress, de base, c'était du blogging à la base. C'est ça, oui. C'était pas fait pour créer des sites web. Ouais. Ça l'est devenu avec le temps parce que l'outil était facile d'utilisation, que les personnes s'en servaient de plus en plus pour créer, on va dire, un site web. Et à la base, c'était plutôt un blog. Et la révolution en fait de WordPress, c'était quoi? C'était qu'au lieu de pouvoir écrire des lignes de code et de devoir savoir comprendre le langage HTML, CSS, tout ça, c'était en fait ce qu'on appelle du drag and drop finalement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des blocs et on les ajoute directement sur la page. Et en fait, ce qu'on voit, ça va être, pendant qu'on crée le site, ça va être ce qu'on va voir aussi sur la page finale. Ouais, donc il y avait une certaine facilité par rapport à du code pur, comme tu pouvais le faire à l'époque et comme on le fait encore actuellement et comme tu le fais encore actuellement. C'est ça. Les Anglais disent « what you see is what you get ». Exactement. WYSIWYG. Voilà. Et c'est effectivement ça. Alors après, je dis c'est la révolution WordPress. C'est pas vraiment la révolution WordPress parce qu'à l'époque, il y avait plein d'autres outils en fait qui existaient. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui d'autres qui existent. WordPress était l'un de ces outils. C'est juste qu'avec le temps, en fait, c'est devenu finalement le gagnant de cette époque-là. Oui, c'est le leader du marché. Je crois qu'il y a 40% de sites, mais peut-être même plus que ça. Ouais, c'est ce qu'on dit, à peu près 30-40% du web aujourd'hui qui tourne sur WordPress, quelque chose comme ça. Et effectivement, donc WordPress était plutôt un outil de blogging au départ et avec le temps est devenu plutôt finalement quelque chose pour créer des sites vitrines et voire même d'autres choses. Il y a même des gens qui créent des web apps avec WordPress. Du e-commerce aussi, ça peut exister. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'était de voir les trois types de sites. Voilà. Et juste donc pour continuer là-dessus, donc après WordPress, donc cette idée de pouvoir créer son site avec un outil propre,
il y a eu ensuite l'apparition des plateformes SaaS. Et alors ça, c'est encore une étape supplémentaire. Donc vous avez certainement entendu parler de ces plateformes. On va parler par exemple de Wix, qui est très connu. On a Squarespace aussi, dans le même type dans le même ordre d'idées en fait. Et là, on est un cran plus avancé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des solutions qu'on a besoin d'installer soi-même, ce qui était le cas de WordPress, il fallait qu'on l'installe, qu'on l'héberge. Des plateformes type Wix ou Squarespace en fait vous permettent de créer directement votre site avec leur outil qui est en ligne. Donc c'est une plateforme qui existe, vous allez dessus, vous vous connectez, vous vous inscrivez et derrière vous pouvez créer facilement votre page web moyennant un abonnement qui va être en fait récurrent. Donc ça va être des frais en fait que vous allez avoir tous les mois. Oui, donc en fait ces solutions telles que Wix, d'expérience, j'ai pu voir à l'époque ou avant que je crée des sites web dans mes expériences salariées ou alors quand j'ai aidé certaines personnes qui avaient des sites web à l'époque sur Wix. Je peux dire qu'effectivement, c'est très facile à prendre en main pour n'importe qui n'a jamais fait d'études en marketing ou qui n'a jamais fait de site web de leur vie. Pas besoin de se connaître en hébergement. Le principe, c'est que du coup, le site est hébergé automatiquement. L'inconvénient, effectivement derrière, c'est que on n'est pas propriétaire du site. Donc ça, c'est aussi un inconvénient. On y reviendra un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a déjà pas mal de templates qui existent. Donc les templates, c'est-à-dire, c'est des modèles déjà pré-utilisés, enfin déjà utilisés, qu'on peut réutiliser, où on change juste les images, les textes, donc c'est très facile à implémenter. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, moi je recommande ça plutôt aux personnes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête au niveau de la création, qui n'ont pas forcément le budget pour déléguer la création de site web. Un site web, ça peut coûter 2, 3, 5, 10 000 euros, ça dépend le projet. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, tout à fait. Disons que ce genre de plateforme permet vraiment de mettre la barre très très basse en termes de difficulté. C'est-à-dire que vraiment n'importe qui peut créer une page facilement avec cet outil-là, un peu comme vous créez une page Facebook finalement. Et donc effectivement, c'est très approprié pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément énormément de budget, qui n'a pas envie de creuser énormément le sujet, qui n'a pas envie de forcément y dédier beaucoup de temps et d'argent, mais par contre qui a vraiment un besoin en termes de rapidité, qui a besoin d'être présent sur le web vite et de manière entre guillemets efficace, sans se prendre la tête. Donc très très bonne solution pour un artisan par exemple qui n'aurait pas de présence sur le web, ou quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui a envie de tester un concept aussi, ça peut être intéressant. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser par exemple pour créer des landing pages. Je sais qu'aujourd'hui un outil comme Webflow aujourd'hui fonctionne super bien justement pour créer ces landing pages rapidement. Donc juste pour préciser, une landing page en fait ça va être une page dédiée exprès pour une campagne marketing, ou ça peut être juste un site d'une seule page qui permet de présenter un produit ou un service rapidement. C'est ça. Alors effectivement, moi j'ai déjà utilisé. On va dire, je le conseille effectivement pour les entreprises. En fait, je préfère que les entreprises aient un site Wix que pas de site du tout, parce qu'aujourd'hui avoir un site web c'est quand même très important. C'est une vitrine, c'est une manière de montrer son savoir-faire, son expertise, de donner confiance, donner envie d'appeler. Par contre, moi je vois très facilement maintenant avec l'expérience, je vois très facilement si un site a été fait sur Wix, parce qu'esthétiquement, je sens qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Enfin, c'est pas que ça ne va pas, mais disons que ça ne fait pas hyper pro, hyper propre comme les sites qu'on peut voir habituellement quand on navigue sur Google. Donc, pour moi, c'est un peu aussi, on va dire, c'est un inconvénient. Il y a aussi, c'est vrai que Wix maintenant a, je crois, 1 millier de thèmes possibles, donc c'est-à-dire qu'on a énormément de choix. Pour autant, les sites Wix ont tendance un peu à se ressembler dans la structure. Oui, tout à fait. On retrouve toujours un peu les mêmes éléments aux mêmes endroits. Puis il y a aussi la petite watermark en bas qu'on peut trouver créée avec Wix. Oui. Et d'ailleurs, même je crois que sur les liens, les URL, des fois il y a marqué Wix theme, ce genre de choses, Wix site. Si on ne prend pas la formule spécifique, et donc là ça fait une bonne transition, c'est que effectivement ça coûte pas cher, c'est même gratuit, ça coûte très peu de temps humain. Par contre, derrière, quand on veut commencer à mettre des fonctionnalités intéressantes, ça devient très rapidement payant. C'est ça. Et c'est mensuel. En fait, la difficulté que je vois avec ça, c'est que quelquefois, on a besoin juste d'une petite fonctionnalité supplémentaire qui peut, en fait, si on devait l'intégrer sur un WordPress ou si on devait la créer, qui ne nécessiterait pas finalement un budget énorme. Mais par contre, avec Wix, en fait, vous allez devoir franchir une étape en termes de pricing, et derrière, en fait, ça va faire que vous allez avoir des frais récurrents
pour quelque chose en fait qui n'était qu'un besoin ponctuel quelque part. Exactement. Sachant que après, peut-être au fil des années, ce que vous avez investi dans ces outils-là aurait pu être investi finalement pour un site web qui était de meilleure qualité et qui n'aurait pas nécessité tous ces outils-là. Ouais. Donc il y a ça, effectivement. J'en parlais déjà, il y a l'hébergement, le fait que le site soit effectivement hébergé directement sur le SaaS, donc c'est une bonne chose, on va dire, parce que ça ne nécessite pas des compétences techniques. Par contre, derrière, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas propriétaire de votre site web. C'est-à-dire que le jour où Wix décide de fermer ou de faire évoluer sa politique et que votre site n'est plus disponible, tant pis, vous avez tout perdu. Ouais, pas évident. Et voilà, effectivement aussi, donc cette question de migration, si demain vous voulez changer d'option, c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'ai déjà eu des cas justement de sites qu'il fallait migrer depuis Wix, et en fait, c'est très compliqué parce que techniquement, il faut partir sur une nouvelle base en fait. Oui, ça revient à faire une refonte complète du site finalement, de garder le. Et je suis même pas sûr qu'on puisse garder finalement le nom de domaine, parce que le nom de domaine est rattaché certainement à Wix. Alors si, ça c'est faisable. On peut tout à fait bouger le nom de domaine, parce qu'en fait sur Wix, on peut attacher un nom de domaine qu'on va acheter ailleurs. D'accord, c'est tout à fait faisable. La seule chose en fait, c'est que effectivement après il faut faire tout simplement une migration de domaine. Et là c'est un petit peu technique effectivement, mais c'est faisable, tout à fait. D'accord. Il y a aussi la partie blog. On en parlait, WordPress a été conçu pour être un blog à la base, ouais. Et à garder cette puissance, cette facilité de création d'articles. Et de ce que j'ai pu remarquer, moi j'utilise jamais, mais j'ai déjà eu affaire à Wix, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la création d'articles est beaucoup moins intuitive aussi que sur du WordPress par exemple. Alors, c'est parce que la philosophie est différente. Avec Wix, on a plutôt un éditeur de site vitrine en fait à la base, alors que WordPress, comme tu le disais à juste titre, est plus un outil de blogging qui a été détourné de son usage premier en fait, oui, avec le temps. Mais voilà, mais en tout cas, oui, c'est vrai que WordPress aujourd'hui propose un bon combo justement là-dessus. En particulier, moi, ce que je trouve très puissant sur WordPress, c'est cette facilité de créer des articles avec du tagging, avec de la catégorisation. En fait, l'outil back-office est très très bien fichu. Et ça permet derrière en fait d'avoir une structure qui est bien optimisée en termes de SEO. Tout à fait. Donc là, ça nous fait une bonne transition. Bon, je voulais ajouter un dernier petit point sur les formules SaaS telles que Wix. J'ai remarqué aussi que le responsive, c'est-à-dire en fait la capacité du site à s'adapter à tout format d'écran, que ce soit mobile ou tablette, et laisse un peu à désirer sur plusieurs thèmes. Ouais. L'inconvénient, c'est-à-dire que vous allez devoir faire les ajustements vous-même. Et on peut très vite sortir avec un site qui est complètement sans dessus-dessous, et c'est pas évident après de trouver, on va dire, le bon ajustement pour ça. Donc c'est un peu embêtant aussi. Je pense que Wix, il faut quand même, pour pouvoir le modifier, on va dire, techniquement, il faut quand même avoir des bonnes bases du UX, des bonnes bases de graphique. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, peut-être pour conclure vite fait sur ça, on vous conseille ça. Si vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup de temps et d'argent sur un site web, que vous estimez qu'avoir un site est important, mais pas au point de mettre un budget dessus, c'est mieux que rien. C'est mieux avoir un site Wix bien fait que rien du tout. Ah bah oui, clairement. Après, voilà, si derrière vous avez une utilisation un peu plus poussée, que vous souhaitez après dans l'avenir avoir des fonctionnalités un peu plus avancées, on vous conseille quand même fortement de passer sur du WordPress, voire davantage. On parlera aussi de la troisième type de solution qui existe. Mais déjà, WordPress va vous permettre d'avoir un peu plus de facilité d'adaptation sur les différents projets que vous avez au niveau du web. Ouais. Donc, après, du coup, on peut enchaîner directement sur WordPress. On en a déjà un petit peu parlé. Tout à fait. C'est vrai que WordPress nécessite quand même des connaissances un peu plus techniques. C'est ça. En fait, la grosse différence, c'est que donc on a parlé de Wix. Wix est déjà disponible. Vous n'avez qu'à vous inscrire et vous connecter. WordPress, c'est un petit peu différent. Même si WordPress existe aussi un petit peu sous ce format-là, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait louer une installation qui se fait automatiquement. Et vous le louez mois après mois. Mais en fait, le concept de WordPress, c'est que c'est un logiciel open source que vous pouvez installer finalement sur l'hébergement de votre choix. Alors après, vous avez des hébergeurs justement qui vous proposent des installations toutes prêtes où voilà, vous n'avez qu'à prendre l'hébergement, vous cliquez j'installe la solution et c'est parti. Mais effectivement, c'est un tout petit peu plus technique parce que derrière, vous êtes tout de suite dans de l'installation de site avec du plugin que vous pouvez aller chercher
Donc il y a des plugins tierces qui existent et qui vous permettent justement d'augmenter en fait les possibilités de votre WordPress. Vous pouvez choisir le thème que vous voulez, et là aussi, en fait, il y a énormément de thèmes qui existent, et on n'est pas dans la même logique. Par exemple, chez Wix, tout est intégré, c'est-à-dire que les thèmes, c'est eux, je pense, qui doivent les revoir et les intègrent ou pas à leur bibliothèque, alors que chez WordPress, qui est une communauté en fait open source, vous avez des boutiques qui vous proposent des thèmes pro, vous avez WordPress sur leur site, wordpress.org, qui vous propose aussi des thèmes qui peuvent être gratuits, et que vous pouvez installer dessus. Donc c'est un univers un peu plus ouvert en fait que Wix, mais du coup un peu plus technique. Plus ouvert, et aussi il y a cette partie, on va dire, qui est gratuite ou freemium, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à une énorme bibliothèque d'outils qui sont gratuits. Donc on va pouvoir faire évoluer assez rapidement son site si on veut des différentes fonctionnalités. Et effectivement, même si on veut payer pour des fonctionnalités pro, c'est très abordable aussi. Les thèmes généralement coûtent les templates entre 50 et 100 euros une fois. Ouais. Il y en a beaucoup gratuits aussi qui sont proposés directement sur WordPress. Donc si vous voulez utiliser un thème et ne pas avoir à créer le site depuis zéro, c'est aussi faisable. Mais dans les faits, c'est là en fait le souci. C'est dans les faits, c'est que quelquefois on installe des thèmes pro comme ça, et on se rend compte assez rapidement que en fait l'installation n'est pas si simple finalement. C'est-à-dire que le joli thème qu'on voyait en démo, une fois qu'on l'installe en fait sur son WordPress, il n'a plus tout à fait la même tête. Oui, moi-même j'ai eu des petits soucis, j'en ai encore de temps en temps aussi comme ça, des problèmes de configuration qui peuvent très rapidement vous faire arracher les cheveux, surtout si vous ne connaissez pas du tout le domaine. Donc effectivement, il y aura toujours un peu des inconvénients comme ça, bien sûr qu'il faut gérer, mais globalement, c'est quand même une solution qui est très ouverte et qui permet d'avoir un rendu très professionnel et d'être assez ouvert, d'être assez libre dans la création de ce qu'on veut faire et dans les utilisations diverses. Donc moi, concrètement, quand je travaille avec mes clients pour la création de sites web, j'utilise que WordPress. Donc après, j'utilise ce qu'on appelle des theme builders, donc les manières de créer des sites web. J'utilise Elementor, j'ai déjà utilisé Divi aussi. C'est des solutions qui permettent très facilement de créer des sites en drag and drop, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Et d'avoir des rendus très, très professionnels, de travailler très bien, très précisément le responsive. Donc, juste pour préciser un petit peu, en fait, parce que c'est vrai qu'on peut être en état un peu technique, mais en fait, des plugins, parce que c'est un plugin en fait à la base du type Elementor, ce sont des plugins qu'on va installer et qui nous permettent de créer finalement une interface graphique quasiment de zéro, en fait, sans avoir à reposer sur un thème pro ou des choses comme ça. Et en fait, grâce à ça, donc c'est une espèce de logique de blocs qu'on va empiler les uns sur les autres, on va pouvoir créer notre interface de manière très simple, en fait, juste en faisant glisser les éléments. Mais c'est vrai que, je dirais que pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait ça, il y a quand même une logique derrière à réussir à intégrer. Ah oui, tout à fait. En fait, pour quelqu'un qui voudrait le faire lui-même, je pense que ça nécessite quand même une petite formation, tuto, choses comme ça à suivre. Parce que même si c'est relativement intuitif, on peut très vite tomber dans certains écueils avec justement, je comprends pas, là j'ai placé l'élément là, mais ça s'affiche pas là, etc. Tout à fait. Il y a ça déjà techniquement, mais il y a aussi un point sur lequel on n'a pas encore discuté, c'est sur la partie, on va dire, de mise en forme du site. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un site, de savoir techniquement créer des pages. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans les pages, quel élément on met en priorité. Il y a tout un aspect aussi de réflexion au niveau du design du site. Ouais. Comment on agence l'information, la mise en forme pour que le site soit attrayant, pour qu'il soit ergonomique, pour qu'il soit clair. Tout ça, c'est des choses qui sont plus ou moins faites d'office quand on achète des thèmes, mais une fois que ces thèmes sont customisés de plus en plus, on tend à s'éloigner de plus en plus de la réflexion ergonomique qu'il y avait à la base. C'est pour ça que quand je parlais de Wix, je disais que ça peut très souvent déborder, c'est-à-dire qu'on va vouloir facilement bouger un titre, un bloc, une colonne, et on se retrouve avec un truc sans dessus-dessous. Là, avec WordPress, c'est un peu différent parce qu'il y a une logique structurelle qui est un peu différente. Mais pour autant, on peut très rapidement se retrouver avec un site vraiment très moche, même s'il fait sur WordPress. Donc, c'est-à-dire que passer par WordPress, ce n'est pas un gage de beauté, forcément. Il faut quand même avoir des très bonnes notions graphiques, je pense. En tout cas, c'est mon opinion, pour pouvoir créer des sites et aussi inclure cet aspect marketing qui permet de créer des sites qui donnent envie d'être contactés, quoi.
Ouais, là, on est une étape au-dessus, en fait, finalement. Parce que là, on était en train de décrire des solutions techniques pour réaliser, effectivement, des sites. Mais c'est vrai qu'il y a l'étape au-dessus, qui est celle de la conception et qui requiert à la fois du savoir-faire marketing, de la réflexion stratégique et qui va, en fait, dépendre vraiment de ce qu'on cherche à faire avec ce site Internet. Est-ce qu'on crée un parcours client, par exemple? Est-ce qu'on réfléchit justement avec des portes d'accès, des portes d'entrée, des actions de sortie, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à placer en amont de tout ça. Et finalement, là, on est en train de traiter vraiment la partie, on va dire, plus réalisation, intégration technique. Oui, tout à fait. Je débordais un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même important qu'ils le prennent en considération parce que finalement, ce serait dommage de travailler plusieurs heures et de dépenser peut-être éventuellement un peu d'argent sur un site si on se rend compte qu'au final, la réflexion stratégique n'a pas été faite. Donc, c'est peut-être bien qu'en amont, ils puissent en avoir conscience et qu'ils puissent d'eux-mêmes, éventuellement, s'ils créent leur propre site, réfléchir à ça. Bah oui, c'est d'autant plus important justement que ça doit conditionner le choix de la solution. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire à mon sens que de dire je vais devoir adapter ce que je vais produire en fonction des capacités finalement de la solution. En fait, finalement, ça revient à adapter son business à la solution technique et je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire vraiment partir en fait du besoin et ensuite choisir la bonne solution technique pour ça. Et cette solution technique, ça peut être un Wix, ça peut être un WordPress, ça peut être du développement custom, ça peut être vraiment l'un des trois en fonction de ce qu'on cherche à faire en fait. Justement, on va parler un petit peu de cette manière de créer des sites, cette troisième manière que toi tu utilises. Juste petite précision, c'est vrai que WordPress, on disait, c'est la grande majorité des sites utilisés aujourd'hui. L'inconvénient de ça, c'est quand même que du coup, les sites WordPress sont un peu plus exposés en termes de sécurité. Ah oui. Oui, une grosse thématique sur WordPress, c'est si vous avez déjà eu des sites WordPress, vous devez être certainement familier avec cette thématique-là, c'est qu'en fait, c'est une solution qui a besoin tout le temps d'être mise à jour à la fois sur son programme cœur et aussi les plugins en eux-mêmes. Le thème aussi. Et le thème aussi, effectivement, qu'il faut mettre à jour régulièrement parce que chacun de ces éléments peuvent être des portes d'entrée justement pour du piratage, hacking, etc. Et comme c'est un logiciel WordPress qui est open source, vous pouvez voir le code. Donc, si tout le monde peut voir le code, potentiellement tout le monde peut en fait fabriquer des virus pour exploiter en fait les failles de ce code. Voilà, donc c'est important aussi de pouvoir se prémunir de ça. Il y a justement des fonctionnalités, des plugins qui peuvent être utilisés pour justement veiller à ces problèmes-là. Ça reste une thématique vraiment à part et on a fait un podcast aussi qu'on vous présentera sur la sécurité des sites web. Ouais. Moi, ce que j'aurais à reprocher aussi à WordPress un petit peu, c'est sa lenteur. C'est-à-dire que on peut créer un WordPress assez rapide si on l'optimise. En fait, il y a pas mal d'éléments qu'on peut travailler pour avoir une bonne optimisation technique et faire en sorte que l'affichage des pages se fasse rapidement, de manière très fluide. Mais out of the box, très souvent, on va avoir quelque chose qui peut avoir tendance à être un peu lent, en particulier si on installe beaucoup de plugins dessus et si on prend par exemple un thème pro qui lui-même demande à installer beaucoup de plugins, ce qui est quasiment tout le temps le cas. C'est ça. Et il y a aussi l'aspect des images utilisées aussi qui peuvent être assez lourdes. C'est pour ça aussi qu'effectivement on peut créer son site soi-même. Il faut avoir conscience quand même de tout ça aussi, de cet aspect de vitesse. Et ça a un impact aussi sur le référencement naturel. Bien sûr. Sur le classement de votre site, sur les pages de résultats, sur Google ou sur Bing ou sur ailleurs, quoi. Ouais. Donc on parlait d'une troisième solution. C'est ça, c'était pour faire la transition en fait, parce qu'on vient de souligner deux aspects qui sont effectivement potentiellement résolus par le fait de partir avec cette troisième voie qui est celle du développement customisé. Alors on va même... Quand je parle de développement customisé, en fait, ça va être plus particulièrement cette façon moderne de créer des interfaces aujourd'hui, qui est d'utiliser ce qu'on appelle des frameworks, désolé pour le mot, mais des environnements de développement, en fait, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, React, Vue, et vous avez aussi Angular. Donc React, ça a été créé par Facebook, en fait. Vous avez Angular qui a été créé par Google. Vous avez Vue.js qui est plutôt issu de la communauté, en fait. Donc open source. Les trois sont open source, cela dit, mais sauf que derrière ces trois grands environnements, donc qui permettent de créer des sites internet un peu plus modernes aujourd'hui, vous avez un Facebook derrière, l'autre Google derrière, et puis le troisième, c'est plutôt communauté. Et en fait, donc pour pouvoir créer des interfaces
avec un de ces 3 environnements-là, en fait, là, on ne peut pas faire autrement que passer par du code. Donc là, on est vraiment sur du développement web pur et dur, où on va créer en fait des pages en HTML et ajouter en fait une couche de JavaScript sur ces pages-là, avec justement ces environnements de développement. Donc je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais là, on est vraiment dans du développement web pur. Et en fait, ce que permettent de faire ces frameworks-là, c'est que en fait, ils sont très légers. En fait, ça permet de créer des applications qui sont hyper légères en termes de poids, de volume, et qui sont ultra rapides. Oui, j'ai pu le voir sur ton site startlead.io. C'est incroyable la vitesse à laquelle les pages se chargent. On a l'impression qu'on passe d'une page à l'autre sans qu'il y ait il n'y a pas du tout de chargement finalement en fait. C'est incroyable. C'est ça, parce qu'en fait c'est une logique d'application. C'est-à-dire que ce sont des frameworks qui permettent de créer des sites internet comme on crée des applications mobiles. Et on a cette logique de fluidité, d'aller rapidement, etc. Qui est permise justement par Node et JavaScript, qui permettent de vraiment, je dirais, d'avoir cette réactivité du routing. Donc, routing, ça va être comment faire pour passer d'une page à l'autre. Évidemment, la vitesse va quand même dépendre de la qualité du code. C'est-à-dire que si le code n'est pas bien optimisé, vos pages peuvent être lentes et encore plus lentes que tout ce qui existe. Donc, il faut quand même que ce soit bien optimisé. Mais voilà, l'idée, pour résumer un petit peu ça, c'est que vous créez finalement votre site internet un petit peu comme une application. Vous avez cette faculté de créer en fait beaucoup d'interactivité sur vos pages, donc, puisque c'est JavaScript en fait qui est à la base en fait de ces frameworks-là. Ça permet de créer plein d'animations JavaScript. On peut créer plein de choses, des choses personnalisées. Des exemples, par exemple, on peut tout à fait créer des configurateurs. On peut créer des interfaces qui interagissent avec vous, des fenêtres de chat. Enfin, on peut faire énormément de choses en fait avec. Il n'y a pas de limite finalement en fait, à part ta créativité, quoi. C'est ça, aucune limite. Alors évidemment, par contre, après, ça nécessite d'avoir un développeur qui maîtrise en fait un de ces frameworks-là, qui sait du coup coder en JavaScript, qui a des notions aussi en HTML, CSS, parce que évidemment c'est lié. Donc là, on est vraiment dans des environnements, ce qu'on appelle front. Donc on appelle ça un front-end. Ça va être en fait la partie visuelle finalement de l'application, mais derrière laquelle en fait on va avoir quand même une couche, je dirais, qui va au-delà en fait, de simplement le visuel. C'est vraiment une interface. Donc c'est une application en soi quelque part. Et donc là tu disais un des avantages c'est la vitesse du site. Ouais. Donc il y a aussi la partie effectivement hyper custom, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de limite. Ouais. Est-ce que tu vois aussi d'autres avantages à ça par rapport à WordPress par exemple? C'est les principaux peut-être? Alors non, il y a aussi un autre avantage aussi, c'est qu'on peut y intégrer ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez un module de paiement particulier, vous avez des API externes, en fait tout type de flux de données ou d'applications externes, vous pouvez tout intégrer dedans. Très facilement. Très facilement, à partir du moment où vous savez coder, évidemment. WordPress maintenant a des plugins aussi qui permettent de faire ça. Mais disons que peut-être que c'est plus facile de passer par des solutions comme les tiennes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Disons que ça ouvre plus de perspectives. Le problème avec WordPress, c'est qu'on est obligé de reposer sur des plugins qui sont créés par des organismes tiers. Alors que là, en fait, on va pouvoir aller s'intégrer directement avec les API des services tiers dont il s'agit. Être beaucoup moins dépendant du coup d'un tiers finalement. C'est ça. En fait, on n'a pas besoin d'avoir cette solution packagée. On peut aller en tant que développeur, en fait, créer une passerelle spécifique pour l'application qu'on souhaite. Oui. Ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Stripe, ça peut être PayPal, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc en fait, si je comprends bien, les extensions sont finalement des passerelles entre une technicité et le site WordPress par exemple. C'est ça. Et donc toi, avec tes technologies, tu crées ta propre passerelle pour ton client, pour qu'il soit moins dépendant de l'extérieur. Exactement. On n'a pas besoin d'aller regarder une solution packagée qui, du coup, va être limitée. Elle va être limitée par ce que la personne qui l'a créée a voulu en faire, en fait. Et là, vraiment, on peut finalement aller se relier à tout. Il faut aussi mentionner le fait que sur ces frameworks-là, on peut aussi... il y a des plugins, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, l'environnement de développement, par exemple, pour Stripe, vous pouvez l'installer directement sur votre application. Et finalement, ça facilite le travail du développeur qui n'a pas à réinventer la roue. Il a déjà sa librairie qui est disponible. Ouais. Il peut réutiliser les fonctions en fait, qui sont dispo et donc venir se relier assez facilement. D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé de WordPress. On a parlé aussi de cette solution-là plus custom.
Maintenant, les personnes qui nous écoutent vont peut-être se demander quoi choisir entre les deux. Moi, je sais que pour mes clients, j'utilise que du WordPress. Ce sont des clients généralement qui sont des TPE, des PME, des petites PME. J'ai l'impression que les solutions, on va dire, un peu plus custom sont peut-être pour des entreprises un peu plus développées ou en fait, toi, de ton point de vue, comment tu conseillerais les personnes qui nous écoutent? En fait, alors pour parler de développement custom, donc les front-end dont je vous ai parlé, donc React, Angular, Vue, ça pour moi, ce sont des solutions qui sont fantastiques pour des entreprises qui veulent être à fond sur le web et qui veulent vraiment investir ce canal web en se disant c'est mon canal, je veux investir à fond dessus, j'ai un besoin business très particulier et j'ai envie d'offrir une expérience customisée à 100% avec de l'engagement, avec cette capacité à pouvoir répliquer par exemple une charte graphique à 100%. Voilà, vraiment offrir une expérience optimale à ses clients. Et donc voilà, une entreprise qui a du budget, ou même un entrepreneur qui a du budget, qui a envie de créer une belle expérience complètement intégrée avec des besoins très spécifiques. Donc justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment pouvoir répliquer un business et créer une solution 100% adaptée à un business qui a été pensé au préalable. Pour moi, c'est fantastique. Mais il faut avoir en tête que, évidemment, c'est plus technique, qu'on a besoin de développeurs et que derrière, à maintenir, forcément, c'est un petit peu plus lourd puisqu'on a besoin d'une équipe de développeurs à chaque fois qu'on veut créer une fonctionnalité. Et puis surtout, est-ce que les personnes qui vont utiliser ces plateformes vont pouvoir modifier facilement du coup leur contenu, par exemple? C'est possible. Là, je parlais de la partie interface. Oui. On n'a pas évoqué la partie qui potentiellement est derrière. C'est en fait tout ce qu'on appelle des CMS headless. Donc, encore un terme un peu barbare. Mais en fait, ça va être des sortes de... Un peu comme WordPress, quelque part. Donc, des sites internet sur lesquels on va pouvoir créer tout son contenu. Comme si on écrivait un article de blog, etc. Et en fait... Ce site internet n'est qu'une sorte de back-office, quelque part, qui va être relié donc à notre interface, qui va être relié à notre site internet donc plus visuel. Et en fait, donc ce site internet visuel, ce front sur React ou Vue, va venir puiser le contenu que vous avez créé sur cet autre site internet, donc qui est un back-office, et qui est donc ce headless CMS, et va le traduire en article de blog, en page vitrine, etc. Donc en fait, vous pouvez tout à fait... mais là, du coup, il faut séparer en fait en deux la chose. Vous avez d'un côté ce qui va vous créer le contenu, donc vos articles de blog, vos pages vitrines, etc. Enfin, en tout cas, le texte que vous allez mettre dedans, les images que vous allez mettre dedans. Et de l'autre côté, la partie plus visuelle, où là, on va proposer une belle interface qui va récupérer toutes ces données pour les mettre en forme. Donc là, on prend le meilleur des deux mondes. On prend le back-office, on va dire simple de WordPress, qui est facilement pris, qu'on peut prendre en main facilement. Et par contre, on utilise le front-end beaucoup plus développé avec les nouvelles technologies, quoi. De React ou de Vue, tout à fait. Et on peut tout à fait utiliser WordPress pour faire ça. Parce que WordPress a en son sein en fait un mode API, donc qui permet en fait de faire ça. Donc on peut tout à fait avoir d'un côté la gestion back-office WordPress et de l'autre côté une interface super catchy à l'œil, rapide, avec un front-end de type Vue ou React. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc du coup, on a fait, je pense, le tour des trois sujets. Donc on peut peut-être résumer les outils de SaaS tels que Wix, Squarespace. C'est plutôt pour des personnes qui ont pas forcément de prétention, qui veulent juste avoir une petite présence sur le web, mais qui ne veulent pas trop se prendre la tête financièrement, humainement. WordPress, on va être plutôt sur des TPE, PME, des personnes qui veulent être présents, qui font des campagnes marketing, qui veulent utiliser leur site web pour faire l'acquisition de clients, qui veulent développer leur visibilité. Il y a même des grandes entreprises qui utilisent WordPress. Il y a des très grandes entreprises qui utilisent WordPress. Je ne les ai plus trop en tête, mais je sais qu'il y en a pas mal. Il me semble que la Maison Blanche ou quelque chose comme ça, ou même VMH avait des sites sur WordPress, à vérifier quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises qui utilisent WordPress. Par contre, quand on a des envies de développer, on va dire, son business principalement sur le web, on va plutôt partir sur des technologies que tu as évoquées, plus techniques du coup. Voilà, je pense que ça vaut le coup à partir du moment où on a vraiment l'envie de faire ce qu'on veut et de se donner du potentiel, clairement.
Parce que le problème de WordPress, on peut toujours faire du développement custom sur WordPress. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans, qui créent des plugins, qui créent des thèmes particuliers, etc. Personnellement, je trouve que c'est un environnement un peu trop fermé, justement, parce que dès que vous voulez créer une fonctionnalité, eh bien, ça demande beaucoup de développement. Finalement, un peu plus que si on devait faire ça, je dirais, relativement simplement en JavaScript plein. Et voilà, donc à chaque fois, créer un plugin est quelque chose d'un peu plus... ça demande plus de temps, finalement. Oui, alors après, toutes ces fonctionnalités dont tu parles, la plupart des entreprises n'ont pas forcément besoin. Là, c'est vraiment pour les entreprises qui ont des besoins très spécifiques, qui veulent des développements particuliers. Oui, c'est ça. Je parlais par exemple de configurateur. Si vous avez besoin de créer un configurateur, si vous êtes par exemple en e-commerce et que vous voulez montrer différentes options pour votre produit, alors là, typiquement, c'est quelque chose avec WordPress qui peut être quelquefois un peu difficile à mettre en place. Il y a des outils qui peuvent être mis, par exemple avec WooCommerce, qui permettent de faire ça, mais on n'a pas forcément le rendu qu'on veut. Donc derrière, on est obligé, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est obligé de venir adapter une solution existante à un besoin, et finalement, ça ne fait pas tout à fait le job qu'on veut. C'est un peu difficile. Donc là, par contre, on peut prendre le problème à l'envers et se dire « Ah ben, j'ai un besoin spécifique, je vais pouvoir me créer le configurateur que je veux ». Et ça, c'est faisable effectivement assez facilement avec des front-end de type React et Vue. D'accord. Donc oui, j'entends du coup que c'est une technologie qui permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. C'est pas forcément le but de toutes les entreprises, mais il y a certaines entreprises qui sont très spécialisées, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont quelque chose en tête de très précis. Et dans ce cas-là, on ne peut pas se passer de ces nouvelles technologies-là, quoi. Oui, tout à fait. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour. J'espère en tout cas que notre discussion vous a permis de savoir un peu plus sur cette technologie-là, de vous permettre de réfléchir à quelle technologie utiliser pour votre business en particulier. Si vous avez des questions, eh bien, on pourra y répondre aussi par message sur LinkedIn ou ailleurs. Avec plaisir. Écoutez, on vous laisse là pour aujourd'hui. On vous retrouve avec plaisir pour un prochain podcast. Très bonne journée à vous. Au revoir. À très bientôt.